Le Bitcoin s'est effondré ce week-end sous les 20 000 $ dans ce climat de grosse incertitude et de chute des actions qui ont connu l'un de leurs pires trimestres historiques. Ce week-end, le Bitcoin a même touché les 17 600 $, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis 2017. Depuis, on a eu un petit rebond pour l'instant. Vous voyez, on se stabilise au-dessus des 20 000 $. Mais on a certains analystes qui nous annoncent que le niveau de support le plus solide se situe autour des 16 000 $. On va voir ce que ça dit graphiquement. Graphiquement, regardez, on a cassé ce niveau des 30 000 qui est un niveau psychologique très important avec une bougie bien remplie. On en avait parlé la semaine dernière de ces fameuses bougies hebdomadaires avec du volume. Là, il n'y avait pas énormément de volume, mais ça a suffi. On a une bougie qui était très remplie et on est arrivé directement sur ce support suivant des 20 000 $ qui datait de 2017. C'était le point haut qu'on avait atteint le 18 décembre 2017. Donc c'est un niveau de support très important. Il est doublement important parce qu'on a aussi la moyenne mobile 200. C'est l'un des indicateurs techniques les plus suivis par les investisseurs. Donc on a énormément de gens qui rachètent sur ces niveaux pour ces deux raisons, la moyenne mobile 200 périodes et pour ce nouveau support qui était l'ancienne résistance de 2017, donc il y a un niveau psychologique très important des 20 000. Donc on a ces trois raisons qui font que pour l'instant, ce support des 20 000 tient très bien. On a donc ces analystes qui nous annoncent les 16 000 $. Alors je ne sais pas d'où ils sortent ces 16 000 $. Pour moi, le prochain niveau, si on venait à casser avec une bougie bien remplie, si on venait à casser ce niveau des 20 000 $, le prochain niveau de support, c'est les 14 000, juste ici. Pourquoi? Ça correspond à ce point haut du 24 juin 2019 qui devrait agir comme un support. Ce serait clairement l'ultime capitulation sur les crypto-monnaies. Pour ensuite, mon scénario privilégié, ce serait, si on venait à casser ces niveaux, ce serait ensuite un long range qui pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, comme on l'avait eu entre 2018 et 2020. On a eu de nombreuses mauvaises nouvelles la semaine dernière, notamment Bancor, c'est très frais, qui est un protocole de finance décentralisé qui proposait une assurance contre ce qu'on appelle des pertes intermittentes, qui enlève justement cette protection qui était optionnel de son service. Donc forcément, les personnes qui font du farming ou qui font peut-être du staking sur des crypto-monnaies qui risquent de chuter, eh bien, ne seront pas indemnisées en cas de baisse de ces crypto-monnaies. Donc on voit qu'on a beaucoup de protocoles de finance décentralisés qui commencent à avoir du mal à assurer en termes de retrait des fonds de leurs utilisateurs, qui enlève certaines garanties. Ça sent très mauvais dans la finance décentralisée en ce moment. Dans le même thème, on a Celsius qui a interrompu donc les retraits de ses clients, qui est en train de proposer un plan de sauvetage dans le même style que Bitfinex après un hack en 2016. On rappelle que Bitfinex est un des plus gros échangeurs centralisés de l'écosystème qui s'était relevé après ce hack d'août 2016. L'objectif de ce plan, c'est d'avoir une promesse de repayer leurs clients sous la forme d'un token. Celsius viendrait créer un nouveau token avec une promesse donc pour rendre l'argent de ses clients et satisfaire ses obligations financières avec un token qui serait échangeable à 1 $ à l'ouverture. Donc ils sont en train de travailler avec Bitfinex qui s'était fait hacker, cet échangeur centralisé, pour trouver une solution. On verra si ça convainc les clients qui, pour l'instant, ne peuvent pas retirer leur argent. Donc c'est très compliqué. Ce n'est pas un hack de la plateforme, c'est un problème de gestion de la part de l'entreprise. Et ils veulent utiliser cette solution qui avait très bien marché avec Bitfinex. Il faut savoir que Bitfinex, ensuite, le marché était fortement reparti. Donc ils avaient été aidés par les conditions de marché. Mais si le marché continue à s'enfoncer pendant de longs mois, de longues années, il est tout à fait possible que Celsius mette la clé sous la porte, que la plupart des clients ne retrouvent pas leur argent. Donc c'est très compliqué ce qui se passe actuellement chez Celsius et dans beaucoup d'ailleurs de protocoles de finance centralisée, ce qu'on appelle dans le lending. Un autre stablecoin algorithmique qui est en mauvaise posture, on a le MIM, c'est le Magic Internet Money qui a perdu de sa magie récemment. Il est très loin de son peg à 1 $. On voit sur la plupart des exchanges qui se négocient entre 0,98 et 0,97, même beaucoup moins sur certains. On voit que sur TraderJoe, il a 0,90. Sur des protocoles un peu plus confidentiels, à 0,87 même, et même à 0,73 sur OpenOcean. On a clairement des stablecoins algorithmiques qui sont en train de se faire massacrer. Quand vous avez des collatéraux qui sont beaucoup trop complexes
avec des emprunts sur la DeFi, avec d'autres différentes crypto-monnaies qui sont notamment collatéralisées, et qu'ensuite vous proposez des rendements de 20%, 30%, voire 40% pour certains stablecoins, il faut savoir que quand on a des fonds qui sont retirés de ces endroits, bah forcément, il manque des fonds pour payer les rendements des anciens. Donc en gros, ça fonctionne comme un système Ponzi. Quand vous promettez 40% de rendement sur un stablecoin et que les fonds s'en vont, eh bien forcément, tout s'effondre. C'est le problème de ces fameux stablecoins algorithmiques qui sont censés vous proposer des rendements dans la finance décentralisée, mais quand la valeur des crypto-monnaies diminue, les rendements diminuent, donc les capitaux s'en vont, et on a des stablecoins qui sont justement censés rester stables, qui s'enfoncent, donc c'est clairement une appellation abusive des stablecoins. Il faudra réguler cet univers. On a des processus qui sont beaucoup trop compliqués, qui sont quasiment incompréhensibles pour la plupart des gens. Les gens ne savent pas d'où viennent ces rendements et ils font n'importe quoi. Ensuite, ils paniquent et on a forcément des faillites de stablecoins. Allez, encore des bonnes nouvelles avec un fonds d'investissement Three Arrow Capital, 3AC, qui vient de se faire liquider par 5 plateformes de crypto-monnaies. Liquidation, en quoi ça consiste? C'est quand une entreprise ou un particulier va acheter un futur avec notamment de l'argent emprunté. S'il utilise un levier par exemple de 5, il va suffire que le marché descende de 20% pour que sa position soit complètement liquidée, c'est-à-dire qu'il perd l'intégralité de son dépôt. Donc c'est le problème, encore une fois, de certaines entreprises. On a aussi beaucoup de particuliers qui vont, par exemple, investir 1000 euros, levier 3 par exemple, et donc il suffit que leur position chute de 33% pour qu'ils perdent l'intégralité de leur argent. Donc clairement, en tant que particulier, même en tant que fonds d'investissement, utiliser un effet de levier, c'est complètement suicidaire, surtout sur des marchés aussi volatiles que la crypto-monnaie. Investissez pourquoi pas l'argent que vous êtes prêt à perdre en spot, c'est-à-dire sans effet de levier, sans futur. Vous aurez déjà de belles surprises et de belles sensations, mais si en plus vous ajoutez de l'effet de levier, il faut pas venir se plaindre ensuite de se faire massacrer. Et on a des fonds qui vraiment sont encore pires que certains particuliers, qui font des effets de levier assez hallucinants. Là, ils se sont fait liquider de partout sur 5 exchanges: BlockFi, BitMEX, Deribit, FTX et Bitfinex. Ils avaient déjà perdu plus de 200 millions dans l'UST. Espérons que ça permette d'assainir un petit peu ces fonds d'investissement en crypto-monnaie qui font absolument n'importe quoi. Allez, on a quelques nouvelles un petit peu plus positives avec notamment Elon Musk qui confirme son soutien au Dogecoin. Il a déclaré sur Twitter qu'il allait continuer de supporter le Dogecoin, qu'il a continué d'en acheter. On a eu un léger sursaut quand il a tweeté, comme souvent, on a des bots qui rachètent automatiquement. On a aussi quelques fans qui rachètent à chaque fois en pensant que le Dogecoin va repartir. Il faut savoir qu'on est quand même sur une grosse baisse sur le Dogecoin. On a perdu plus de 91% sur le Dogecoin depuis le point haut qu'on avait atteint en mai 2021. Donc en un an, moins 90% pour le Dogecoin. Un rapport très intéressant de Blockware Intelligence qui a été publié sur le journal du coin, qui est très optimiste concernant l'adoption de la crypto-monnaie, notamment du Bitcoin, qui nous explique que l'adoption mondiale du Bitcoin pourrait atteindre 10% d'ici 2030. Donc c'est une entreprise qui a comparé l'adoption du Bitcoin par rapport à d'autres technologies, notamment par rapport à la voiture, par rapport à Internet, et qui estime que l'adoption de cette technologie va être beaucoup plus rapide, notamment grâce à l'effet de réseau. Donc d'ici 2030, on devrait avoir 10% de la population mondiale qui soit a déjà acheté du Bitcoin, soit a déjà interagi avec la blockchain Bitcoin. Donc c'est des données qui sont très optimistes, qui sont vraiment encourageantes pour l'écosystème, surtout quand on compare par rapport à notamment l'automobile, par rapport à l'énergie électrique, les smartphones et Internet, qui sont des technologies qui ont révolutionné nos quotidiens, qui ont mis des dizaines d'années à être adoptées. Un autre rapport très optimiste, cette fois de la Bank of America, qui estime que 90% des Américains sont prêts à investir dans les crypto-monnaies. C'est une enquête qui est très récente. Le Bitcoin est descendu sous les 30 000 $. Et donc on a une enquête faite auprès de 1000 personnes représentant la population américaine, et dans lequel 90% des répondants se préparent à acheter des crypto-monnaies dans les 6 prochains mois. C'est absolument énorme. Peut-être que les Américains sont beaucoup moins frileux en termes d'investissement, peut-être que certains sentent que le prix du Bitcoin va être intéressant, là où plutôt nous, Français, on va être très conservateurs dans les moments de chute, on aura très peur de prendre des risques. Peut-être que ce côté un petit peu plus
risqué, cette mentalité un petit peu plus de liberté financière et d'indépendance propre aux États-Unis, va permettre d'apporter de nouveaux investisseurs dans cet écosystème des crypto-monnaies. On a aussi le président du Salvador qui nous fait une petite leçon de psychologie des marchés, un tweet que j'ai trouvé très intéressant. Il a déclaré qu'il voit que certaines personnes sont anxieuses au propos du prix du Bitcoin. Son conseil, arrêtez de regarder les graphiques et profitez de la vie. Si vous avez investi dans le Bitcoin, votre investissement est sécurisé et sa valeur va grossir immensément après la fin du marché baissier. La patience est clé. C'est un message donc de Nayib Bukele, le président du Salvador. Je suis assez d'accord avec cette analyse. Donc si vous voulez investir, ce n'est pas un conseil en investissement, mais si vous voulez investir, pensez à investir l'argent que vous êtes prêt à perdre. Arrêtez de regarder les graphiques. Pourquoi pas mettre en place une technique de DCA en achetant tous les mois ou toutes les semaines une somme fixe et ensuite de vous dire dans 5 ans, dans 10 ans, l'objectif c'est de gagner de l'argent, mais pas de faire du trading et de subir vos émotions comme un fou furieux comme font beaucoup de personnes. Investissez pourquoi pas des petites sommes et faites le bilan dans 5 ans, dans 10 ans. Vous avez beaucoup plus de chances. Plus votre horizon d'investissement est long, plus vous avez de chances d'être gagnant. C'est aussi valable pour les actions et pour la plupart des actifs financiers. Du côté du Fear and Greed Index, on est redescendu dans la peur extrême. On est à 9 suite à la chute de ce week-end. Alors ce week-end, on est même tombé à 6. C'est clairement des niveaux historiques. Je ne sais pas si on était tombé aussi bas, en dessous de 6. Même sur les points bas, honnêtement, je n'ai pas de souvenir qu'on soit descendu aussi bas sur ce Fear and Greed Index. D'ailleurs, c'est peut-être bon signe, justement, quand on est dans la peur extrême, c'est peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir, pourquoi pas, à investir. À vous de voir. Le Bitcoin, justement, on va voir donc le top 10. Sur 7 jours, on est à moins 22% pour le Bitcoin, moins 21% pour l'Ethereum. BNB, moins 16%. BNB qui tient bien les tokens d'échangeurs centralisés, j'en parle souvent, c'est du solide. Cardano, moins 0,6%. Cardano qui tient très bien aussi. XRP, moins 6% donc sur 7 jours. On a Solana qui s'est bien relevé, 16% de hausse. Et Polkadot, plus 6% sur 7 jours. En termes de catégories, on a les synthétiques. Donc c'est tout ce qui est produits et dérivés qui augmentent de plus de 50% sur 24 heures. On a l'écosystème Terra qui de toute façon était clairement 6 pieds sous terre. Donc on a un petit rebond de 31%. On a le Move to Earn. Move to Earn sur 7 jours, c'est quand même 35% de hausse. On a 28% en 24 heures, Move to Earn, il faut s'intéresser à ces projets. On a des applications qui sont même gratuites, qui vous proposent de gagner des tokens, et qui, en ce moment, on le vend en poupe. Donc, intéressez-vous à ce secteur des Move to Earn. Le Bitcoin, on en a parlé, on a cassé ces niveaux, 30 000, grosse bougie en hebdo, on est venu taper les 20 000, pourquoi pas redescendre sur ces 14 000, voire ranger pour l'instant, mais en tout cas, on n'a pas cassé encore ces 20 000. On a beaucoup de personnes qui ont eu peur ce week-end, mais on a quand même clôturé en hebdo au-dessus des 20 000. On a quelques chanceux qui ont acheté à 17 500. Je pense que ça peut être une bonne affaire. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais pour moi, un Bitcoin en dessous de sa moyenne mobile 200 périodes en hebdomadaire, qui vient de toucher également un ancien point haut qui date d'il y a 5 ans, ça commence à être très intéressant. Ethereum, c'est un petit peu plus compliqué. On est aussi en train de retomber sur cette moyenne mobile 200, vous voyez, en hebdomadaire. C'est pour l'instant le niveau qui tient le mieux. On a cassé ce point haut déjà, l'ancien point haut de 2017, grosse bougie. Donc on est venu retaper directement sur cet autre niveau. Vous voyez quand même, l'analyse technique est quand même sacrément puissante. On a ce niveau qui datait de 2018, qui agit désormais comme un support très solide et on se maintient pour l'instant sur la moyenne mobile 200, il est tout à fait possible qu'on redescende en dessous et qu'on évolue dans les prochaines semaines dans ce range entre 1500 et 847. On a quand même, voilà, on a certains même on est descendu jusqu'à 838. Donc là, c'est sur Binance, c'est assez impressionnant. Pareil pour moi, un Ether à $800, c'est vraiment offert. C'est à vous de voir après, faites vos recherches. Mais c'est vraiment des prix qui sont très faibles. Après, si on venait à casser ce niveau des 810, c'est tout à fait possible qu'on redescende encore plus bas. Voilà, ce sera encore plus intéressant d'avoir du Bitcoin si on peut avoir de l'Ethereum à $500. Pour moi, le prochain niveau, il est là. C'est le niveau des 500. Il est là, niveau psychologique très important. Et en plus, on a un point haut, on est venu taper ce point haut le 31 août 2020. Donc ce niveau agirait comme un gros support. On a le marché des NFT qui s'est bien ressaisi sur 7 jours glissants. En Ether, on est sur une belle hausse concernant les blue chips, donc c'est les meilleures collections. On remonte l'indice de confiance, on est à 48, c'est de mieux en mieux. On a quand même plus de vendeurs que d'acheteurs, mais vous voyez, sur les grosses collections, ce qu'on appelle les blue chips, on a une belle hausse en Ether
et aussi en USD. On va jeter un œil sur le marché action avec la une de Barons qui nous explique qu'il y a encore de la place pour une chute sur les actions, notamment concernant les earnings, c'est-à-dire les bénéfices des entreprises qui pourraient être en baisse, et ça pourrait être le prochain déclencheur d'une baisse. On parlait beaucoup d'inflation, vous savez que sur les marchés financiers, il y a des thématiques, il y a des obsessions qui reviennent. On était dans une grosse thématique inflation. Il est possible que l'inflation soit contenue. On va avoir des chiffres cette semaine très importants. Ensuite, la thématique suivante sera peut-être les bénéfices des entreprises cotées aux États-Unis qui pourraient être très inférieurs aux attentes. Sur le calendrier économique, donc je vous en parlais, donc aujourd'hui, c'est férié aux États-Unis. On a quand même un discours de Lagarde dans quelques minutes. On en a un deuxième à 17h. Et on a 2 séances qui vont être décisives cette semaine. C'est mercredi et jeudi. Mercredi parce qu'on va avoir les chiffres de l'inflation Royaume-Uni, Canada. On a aussi une déclaration de Jerome Powell, le président de la Fed. Jeudi, on aura donc l'indice PMI, donc inflation en Allemagne, au Royaume-Uni à nouveau, donc ça va être l'inflation en détail au Royaume-Uni. On a un sommet des dirigeants de l'UE, on a aussi l'emploi aux États-Unis, donc jeudi ça va être une session très chargée avec encore une déclaration de Powell. On aura le stock de pétrole, on a vraiment jeudi une séance qui va être très mouvementée. Sur les actions, donc la Chine est sur un petit rebond, quand même, bon petit rebond de 14%, suite au lever des restrictions Covid, c'est un petit peu mieux en Chine. CAC 40, on est sur un plongeon ces derniers jours, on est quand même entre les 6000 et les 5700, c'est possible qu'on vienne taper les 5700 assez facilement. Sur les actions US, pareil, regardez. On a vraiment une grosse bougie la semaine dernière, grosse bougie baissière. On est venu clôturer sur ce niveau des 3700 qui correspondait à ce support juste ici du 25 janvier 2021. Donc on n'a pas encore cassé ce gros niveau. Par contre, ensuite, on a de la marge. Regardez, on a quand même la moyenne mobile 200 qui devrait être franchement une grosse réaction. En général, on a beaucoup de gens qui rachètent sur ces moyennes mobiles 200. Je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'indicateur technique le plus suivi, la moyenne mobile 200. Donc on va avoir de fortes réactions. Sinon, si on venait à la casser, on pourrait redescendre assez rapidement sur les 3200 qui correspondaient à ces niveaux d'octobre 2020. Voilà, donc vous l'aurez compris, cette semaine, on va regarder les chiffres de l'inflation et on va aussi s'intéresser donc aux bénéfices des entreprises aux US. Si les bénéfices sont plus faibles que les prévisions, on pourrait avoir un nouveau décrochage. Si les bénéfices sont plutôt à la hauteur pour ces grandes entreprises du S&P 500, il y a peu de chances qu'on reprenne par la hausse. Actuellement, on a un énorme biais négatif, donc tout ce qui va être plutôt négatif ou neutre sera interprété négativement. Donc pour l'instant, on fait très attention. Beaucoup de volatilité et de mauvaises nouvelles. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez aussi à télécharger cette formation qui s'appelle le guide pour investir en période de crise qui vaut normalement 199 €. Vous allez découvrir comment investir dans les actifs financiers qui profitent de la crise. Merci à vous pour votre attention. Je vous dis à demain pour un prochain point de marché. La semaine va être très chargée.